Écoutez, c'est le bruit d'une épargne composée d'or et d'argent métal. Votre programme avec Veracash. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Valeurs Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Vossabaros, responsable éditorial chez Veracash qui produit ce podcast. Au sommaire de ce 7e numéro, si la capacité d'investissement est propre à chacun, les stratégies pour se constituer un patrimoine sont, elles, relativement limitées. Tant pis pour les promesses de certains fabricants à millionnaires. Pour réussir, ou du moins limiter les échecs, certains avancent une méthode, l'accumulation rationnelle. Pour en parler, je reçois Jonathan Smajda, aka Tradosor, une boussole précieuse et sage dans le monde de l'investissement. D'avance, pardon pour la qualité sonore due à un duplex France-Australie, mais je vous assure, le contenu, il en vaut la chandelle. De trading, évidemment. Valeurs Refuge, épisode 7, c'est parti. Bonjour Trado. Bonjour Mathieu. Je ne sais pas si je dois dire Trado, Jonathan, on installe quel type de rapport tous les deux? Bah, écoute, comme tu veux, c'est vrai que mon pseudo est souvent utilisé, mais Jonathan, Tradosor, comme tu veux. Jonathan, peut-être que c'est un peu plus professionnel, on va dire. Allez, je vais t'appeler Jonathan. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, il y en a quelques-uns, malgré ta belle notoriété. Tu es analyste financier, trader, conférencier, formateur. Je dois également rajouter youtubeur, il me semble, hein, puisque très régulièrement, tu proposes des vidéos de vulgarisation économique et de décryptage de l'actualité, orienté investissement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a amené au trading et surtout à partager tes connaissances et ton expertise? Alors ça, c'est un très vaste sujet. En fait, j'ai commencé et ça a son importance par rapport à la manière dont tu as présenté mon activité. Ça a commencé il y a une quinzaine, vingtaine d'années lorsque j'ai commencé à investir en bourse pour moi-même, hein, parce que c'était pas vraiment mon activité. Et j'ai essayé donc d'investir de manière, on va dire, rationnelle, en respectant la vulgate, quoi, hein, en allant chercher dans les comptes des entreprises, dans les news, surtout les bonnes nouvelles. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas du tout pour moi. Et je me suis rendu compte également que j'avais le sentiment assez désagréable d'être baladé, hein, d'être le dindon de la farce. Ça devait monter parce qu'il y avait une bonne nouvelle, ça partait dans l'autre sens, etc., etc. Et cetera. Et bon, il y a plein d'adages comme ça, c'est acheter au son du canon, vendre au son du violon, etc., qui commencent à prendre sens et qui m'ont fait réaliser que la vérité était ailleurs, quoi. La vérité est ailleurs, elle n'était pas au niveau des fondamentaux, en tout cas pas pour moi, parce que les actualités, c'est une chose, mais au moment où les actualités sont divulguées, généralement, eh bien, les institutionnels sont déjà au courant de ce qui se passe, etc. Et j'avais l'impression que les fondamentaux et les nouvelles étaient surtout là pour servir de justification pour que les prix, que ce soit le prix des actions, le prix de l'or, quel que soit le prix qu'on considère, aillent dans le sens qui arrangeait en fait les institutionnels. Bref, on avait de l'information biaisée, partielle et retardée. Et donc, je me suis rendu compte que l'analyse technique apportait tout un champ de connaissances, toute une logique particulière. Et ça a été le coup de foudre. Et puis surtout, soyons clairs, hein, l'analyse fondamentale, l'analyse de l'actualité ne fonctionnait pas pour moi. Il fallait que je trouve autre chose et je me suis découvert une passion pour l'analyse technique. Donc en fait, au début, quand tu m'as présenté, tu as dit que j'étais analyste financier. En fait, je ne suis pas analyste financier, un, parce que j'en ai pas le niveau, deux, parce que j'ai pas les qualifications. Je suis analyste technique, c'est-à-dire que toute ma stratégie repose en fait sur l'analyse des graphes, tout simplement, ce qui est en fait encore assez ésotérique en France, mais qui est très très bien utilisé, accepté dans les pays anglo-saxons. Je vais essayer de t'appeler chevalier blanc de l'analyse financière alors dans ces cas-là. Chevalier blanc, ça te va? Écoute, j'aime beaucoup. Allez, on le garde. Je me disais, tu es très actif sur les réseaux et ton portefeuille client est, je l'imagine, très étoffé. Pour revenir sur le sujet de l'investissement, quelles sont les principales erreurs que font certains en matière d'investissement, justement? En gros, une mauvaise stratégie, ça tient à quoi? Une mauvaise stratégie, ça tient, alors c'est pas très vendeur ce que je vais dire, mais c'est de faire les choses sans se rendre compte que c'est un marché de dupes. En fait,
Et c'est pour ça, on en parlera un petit peu plus tard, que la DCA, la fameuse DCA, est une solution qui est intéressante. Quand vous essayez de faire les choses correctement, mais pas à fond, c'est un peu comme un neurochirurgien qui essaierait de faire un petit peu de neurochirurgie, quoi. Les résultats sont Mm. généralement pas au top, quoi. Et là, c'est l'idée, c'est-à-dire que si vous suivez les bilans d'entreprise qui sont, l'actualité regorge d'exemples où les comptes sont bidouillés, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, intelligemment bidouillés, mais bidouillés. Si vous regardez les actualités, là encore, l'actualité sort une fois que les banques, les institutionnels, les gros, comme on dit communément, ont déjà eu accès à l'information. Donc, elle va sortir à un moment qui n'est absolument pas fortuit. Bref, la meilleure façon de se planter, c'est de faire confiance aux fondamentaux, aux actualités, alors que on n'a pas ce niveau de qualité au niveau des fondamentaux pour prendre des décisions qui sont raisonnées. Donc, la meilleure façon de se planter, c'est de faire ça. Et c'est ça que j'aime en analyse technique, c'est que tout le monde est mis à égalité. On a tous, c'était pas le cas il y a 20 ans, encore moins il y a 50 ans, mais de nos jours, on a tous un graphe, on a tous les mêmes outils. Les institutionnels ont encore un avantage parce qu'ils sont capables de décaler le marché, comme on dit, hein, c'est-à-dire de l'influencer tellement ils sont gros et avec l'aide d'algorithmes de trading, mais on a quand même la même chose sous les yeux et c'est pour ça que j'ai également versé dans l'analyse technique dès que je l'ai découverte. Ok. Euh, Tu le disais, hein, tu parlais du DCA là, il y a quelques instants. C'est un peu la clé de la bonne stratégie, c'est la régularité, hein, évidemment. Hein. Le DCA est donc l'une de ces méthodologies d'investissement. Moi, j'appellerais ça l'art de se payer en premier, parce que beaucoup de gens font ça quand on épargne. Tu pourrais un peu détailler le concept de DCA? Oui, alors le DCA, c'est vraiment très très bien. Le DCA, donc Dollar Cost Averaging, ça consiste à investir à intervalles réguliers toujours la même somme. Par exemple, tous les mois, vous allez dépenser 50 € pour acheter votre actif de prédilection, qu'il s'agisse d'actions, d'or ou une fraction de part de SCPI pour de l'immobilier. Bref, l'idée, c'est que en achetant toujours la même quantité en numéraire, par exemple 50 €, 100 €, 1000 €, 10 000 €, eh bien, quand le marché baisse, eh bien, tout simplement, vous pouvez en avoir plus pour votre argent. Ce qui veut dire que lorsque la valeur de l'actif en question reviendra simplement au niveau qui était le sien avant la baisse, vous aurez déjà gagné de l'argent sur vos dernières entrées puisque vous avez acheté beaucoup plus bas, beaucoup moins cher, je veux dire, alors que la personne qui n'aurait investi qu'en une seule fois, lorsque les cours reviennent au niveau pré-baisse, ben, ils sont simplement à zéro par rapport à cette variation, alors que celui qui a accumulé pendant la baisse courageusement ou de manière, on va dire, aveugle, naïve, lui, c'est lui qui a raison puisqu'il a réussi à tirer parti de la baisse. Donc, la DCA, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Encore une fois, aux États-Unis, c'est la base de l'investissement. On vous dit, n'essayez pas de battre le marché, vous n'y arriverez pas, et on a raison de le penser. Les études, toutes les études, et celles faites par des universités, celles faites par les prix Nobel, vous n'avez même pas 5% des gérants de fonds qui font mieux que le marché. Ah oui. Même pas 5%. Non, non, mais c'est quelque chose qui c'est lunaire, quoi. C'est-à-dire que ces têtes pensantes extrêmement bien formées, sophistiquées, etc. J'invite tous les auditeurs à aller sur Google ou ChatGPT 3, demander si les gérants de fonds font mieux que le marché. Vous allez voir, selon les études, c'est entre 90% et 95% des gérants de fonds qui se font battre par le marché. OK, une fois qu'on inclut les frais, et ceux qui le battent ne le battent pas 2 années de suite. Donc c'est vraiment une volée de bois vert pour ceux qui pensent faire mieux que le marché. Et donc à partir de là, en investissant régulièrement tous les mois, par exemple, dans un investissement de type DCA, eh bien tout simplement, vous collez au marché et de ce fait, vous battez 80 à 95% des gérants de fonds. Et Ouais, encore une oui. fois, ce Ouais. que je dis, c'est de l'information disponible très facilement sur tous les moteurs de recherche.
Oui, puisque c'est souvent le souci, hein, lorsqu'on investit, on investit sous couvert un peu d'émotion, donc on fait tapis et c'est rarement la meilleure façon de faire fructifier son patrimoine. Le dollar cost averaging, il a des limites quand même, ce dispositif. Il y a des choses qui peuvent un peu gripper la machine. Il en a qu'un seul. Il a une seule limite avérée, c'est lorsque vous investissez sur un actif qui ne se remettra jamais de sa baisse. Par exemple, ceux qui auront eu l'excellente idée d'investir dans une entreprise qu'on pensait solide, on pense forcément à la bulle techno, et qui finalement s'est avérée un mauvais choix, eh bien, vous ne faites que renforcer encore et encore sur une valeur qui tend vers zéro. Et là, vous avez tout simplement perdu votre mise. En fait, quand on regarde, c'est intéressant, quand on regarde les actions qui formaient le Dow Jones ou le CAC 40 il y a 30 ou 40 ans, eh bien, ces actions ont majoritairement disparu. Qui se souvient encore, je sais pas moi, de Kodak. Hein. Kodak Oui. était dans le Dow Jones, il y est plus. IBM était au top. Maintenant, je sais même plus s'il fait partie du Dow Jones. En tout cas, il doit pas être bien haut. AOL, bref. Et c'est valable également pour la France. Alors, le problème de la DCA, c'est qu'il faut être sûr à 100% que l'actif sur lequel on a jeté son dévolu est un actif qui est voué à monter. Ok, et donc c'est pour ça que moi je fais de la DCA améliorée entre guillemets uniquement sur des choses qui tendanciellement montent, à savoir l'immobilier, l'or, les indices boursiers, mais pas les actions, par exemple, les indices boursiers, parce que le CAC 40 monte, c'est pas parce que le CAC 40 monte que le Dow Jones monte ou que un indice montre que ses composants sont éternels, on s'en faut. Donc c'est l'inconvénient principal de la DCA, ça ne vous épargne pas l'effort de réfléchir à ce sur quoi vous investissez, parce que ça peut être aussi l'autoroute pour un désastre. Hein. Réfléchir dans la vie, ça peut être un bon conseil hein, pour avancer et évoluer sereinement. Tu parlais oui, tu parlais d'amélioration du DCA, c'est là où en fait ton expérience et ta capacité de vulgarisation est précieuse hein, pour chaque investisseur, puisque tu as en quelque sorte réussi à contourner cette limite en mettant en place une stratégie que tu as appelée l'accumulation rationnelle. Tu peux nous en dire davantage? Oui, alors c'était une sortie de bar avec des potes. Non, je rigole. L'accumulation rationnelle, c'est tout simplement la seule façon que j'ai trouvé de tenter de battre le marché de manière, on va dire, régulière. Je vais prendre une image qui va différer en fait de celle que j'ai donnée lors de la réunion au coffre à laquelle j'ai participé, où j'ai expliqué ça simplement pour pas. Il s'arrête, il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête. Où va-t-il s'arrêter? Il s'arrête rarement entre deux poteaux. Il s'arrête tous les poteaux pour respirer, pour sentir, pour aller sur l'équivalent du Facebook canin, regarder qui est passé par là, etc., etc. Et il s'arrête tous les poteaux. Si je devais parier 1 euro, 1 dollar sur le prochain endroit où il va s'arrêter, je vais parier sur le fait que ça va être au prochain poteau. Et il y a très peu de chances pour qu'il s'arrête entre deux poteaux. Donc, si je fais les choses rationnellement, je vais essayer de trouver comme ça pour gagner mon pari des endroits où il est plus susceptible d'avoir un comportement attendu qu'à un autre moment. Je prends un autre exemple. Si vous êtes un fan de foot ou un fan de boxe, imaginons que vous avez le champion en titre qui a gagné ses 49 derniers combats. Il va faire son 50e combat et on vous demande de parier 100 dollars. Vous allez normalement plutôt avoir tendance à parier sur le champion, tout simplement en partant du principe que ce qui a fonctionné 49 fois est plus susceptible de se produire une 50e fois plutôt que l'inverse. Ou alors, si vous pariez sur la couleur du prochain signe que vous allez croiser, normalement, vous allez parier sur le fait qu'il est blanc et pas noir, même s'il y a des signes noirs. L'idée, c'est que il faut trouver en bourse des niveaux qui sont plus susceptibles en fait de provoquer un rebond. Ou encore, si on veut, le problème de la DCA, c'est que si vous investissez tous les premiers du mois, parce que vous avez été payé 3 jours avant de l'or, une action ou n'importe quoi, quelque part, vous n'avez absolument aucune raison d'espérer que ce sera la fin du mouvement baissier. C'est-à-dire encore que lorsque l'on regarde les graphes avec les graphes de prix hein, des actions ou de l'or ou quoi que ce soit, on remarque que quasiment tout le temps, dans une très grande majorité des cas, lorsqu'un actif voit son prix baisser,
il arrête de baisser sur un niveau qui a préalablement stoppé la baisse. Ou encore, imaginons que, je donne simplement un exemple pour comprendre, imaginons que chaque fois que l'or est retombé sur 1000 $ les 30 dernières fois, il a rebondi. Il y a plus à parier sur le fait que la prochaine fois qu'il touche 1000 $, il rebondira plutôt que ce soit à 1050, 1020, 1080, etc., etc. Donc l'idée, c'est que l'accumulation rationnelle consiste à dédier, et ça c'est pareil que la DCA, une mise, entre guillemets, un investissement tous les mois, que ce soit 10, 50, 100 000 euros. Mais si on est, donc ça c'est le budget que vous allez avoir pour le mois. Mais vous allez investir ça uniquement si au moment où vous êtes en disposition de ces sous, on est sur une zone d'accumulation rationnelle ou encore une zone qui a préalablement permis au cours de rebondir ou encore, comme on dit en analyse technique, un support ou encore dans l'exemple que j'ai donné, si on est à 1000 $. Donc, si l'or tombe à 1000 $, vous allez pouvoir utiliser la cagnotte de 50 euros, 100 euros que vous aviez pour le mois. Si maintenant ça ne se produit pas, vous gardez cet argent et le mois prochain, vous aurez 100, le double. Okay. Et pareil, soit on arrive à un moment où on est sur un des supports qui a provoqué une réaction, soit on ne l'est pas. Il y a plusieurs façons de tracer les zones d'accumulation rationnelle. Là, je parle du support parce que c'est celui qui fait le plus de sens dans la logique, mais il y a plein de façons de trouver des zones d'accumulation rationnelle. Et l'idée est pareille. Et au bout de 3 mois, c'est pareil. Okay, soit on est sur une zone d'accumulation rationnelle, alors soit effectivement 1000 $, soit une autre zone d'accumulation rationnelle, soit on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, eh bien on garde. Mais l'histoire montre, et je l'ai fait, j'en ai fait la preuve lors des, enfin non, pas la preuve, j'ai montré la démonstration sur l'année qui venait de suivre qu'il y a toujours des zones d'accumulation rationnelle et plutôt qu'acheter à n'importe quel moment ou plutôt acheter le premier du mois de manière arbitraire, il fallait effectivement conserver de la DCA à l'idée qu'il fallait investir progressivement, mais essayer de trouver des zones intelligentes où un rebond, une fin de baisse, si on préfère, est plus plausible qu'à un autre moment. C'est comme si je vous disais où sont les poteaux, quoi. Plutôt qu'espérer que le chien s'arrêtera de manière arbitraire à un endroit ou à un autre. Voilà, c'est l'idée de l'accumulation rationnelle. Et effectivement, tu le disais précédemment, si les marchés analysent que beaucoup de gens achètent en début de mois, eh bien, en fait, le marché ferait en sorte de faire énormément grimper les prix, puis les rebaisser immédiatement quelques heures, quelques jours après pour finalement jouer un peu de ces effets. En tout cas, je retiens le chien qui s'arrête de poteau en poteau. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus clair pour visualiser ces zones d'accumulation rationnelle. Mais alors, de ce que je comprends, alors effectivement, l'image, elle est très parlante, mais ça semble pas super accessible pour tous. Hein. Moi, j'ai compris le fonctionnement des bougies avec Kinashi en fait en regardant tes vidéos. Hein. D'ailleurs, merci beaucoup. Mais ça demande de prendre le temps d'analyser les tendances. On peut quand même se planter, non? On peut complètement se planter, mais ça sera pas très très grave, en ce sens que au pire, si vous avez une zone d'accumulation rationnelle qui était censée tenir statistiquement et qui n'a pas tenu, vous n'arriverez pas à un plus mauvais résultat que la DCA qui est également complètement arbitraire. Donc en fait, j'ai envie de dire, soit vous achetez de manière arbitraire le premier du mois avec la DCA, soit vous essayez de localiser des zones de support qui finalement n'auront pas tenu et vous allez arriver à un résultat qui est complètement arbitraire aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul, parce que je fais pour je fais pour Ocoffre justement la vidéo toutes les semaines où j'identifie les zones d'accumulation rationnelle pour l'or, pour l'argent, pour les platinoïdes. Donc le temps que vous soyez indépendant, j'ai envie de dire, ou le temps que vous l'appliquiez à l'actif que vous voulez, qu'il s'agisse d'actions ou de matières premières ou de pétrole, quelle que soit la chose sur laquelle vous vouliez investir. Moi, de toute façon, de manière régulière, toutes les semaines, en fait, non, c'est toutes les deux fois par semaine. Hein. C'est le mercredi et le samedi. Je produis une vidéo et j'identifie les zones d'accumulation rationnelle. Donc, ça vous permet également de vous former progressivement. Je parlais en introduction de boussole précieuse et sage. Heureusement que tu es là. Merci beaucoup, Rado. Avant de se laisser, une dernière question. Les marchés semblent un peu tiraillés en ce moment. Le CAC 40, il est à un niveau stratosphérique, mais on entend une petite musique de récession aux US qui pourrait tout embarquer sur son passage, hein, comme souvent. Quel est ton ressenti face à cette situation? C'est le bon moment pour investir?
Ah, c'est une super difficile question. Et puis la dernière fois que j'ai fait de l'analyse fondamentale, ça m'a poussé à faire de l'analyse technique. Donc, je sais pas si la personne la plus légitime pour parler de ça. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est ce que j'ai lu. Et l'idée, effectivement, c'est que on est un petit peu tiraillé ici parce que les marchés américains et les marchés mondiaux sont plutôt entre deux eaux et sur des niveaux plutôt faibles par rapport à la moyenne de la dernière année, alors que le CAC 40 est sur un record historique. Et c'est vrai qu'on est un petit peu biaisé à ce niveau par le fait qu'on soit si richement doté dans le CAC 40 par en actions du luxe. Hein. Donc, vous prenez le VMH, vous prenez Kering, etc. Vous prenez les valeurs du luxe en France, c'est 40% du CAC 40. Donc, il y a fait un peu moins, 37, 38, je crois, de mémoire. Donc, ça veut dire que c'est complètement biaisé. Ça veut dire que tout simplement, on est richement doté dans ce qui fonctionne super bien actuellement avec la réouverture du marché chinois, etc., etc. Et c'est pas du tout le cas du Dow Jones, par exemple, hein, ou du Nasdaq. Donc là, quand on regarde ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a eu cet article qui a quand même... et puis, il y a le FMI qui a également sorti un article face à sa prospective pour les mois à venir, où effectivement, il voit soit une récession light, soit un des plus grands chaos financier. J'ai même vu que ce monsieur, je ne rappelle plus son nom, mais avait prévu que le Nasdaq baisserait de plus de 80%. Quoi. C'est des choses qui sont absolument, absolument folles. Alors, deux choses. Il faut savoir qu'on a régulièrement des gens qui voient les indices s'effondrer. Et encore une fois, ça, c'est l'avantage de l'accumulation rationnelle ou de la DCA. C'est-à-dire que, voilà, que ça monte ou que ça baisse, tous les mois, vous investissez. Donc, vous tirez parti des baisses éventuelles. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez également toutes les voix dissonantes qui disent non, 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 les plus bas sont derrière nous. Pourquoi ils sont derrière nous? Tout simplement parce que les économies commencent à ressentir les effets du resserrement des taux. Il y a l'inflation qui commence à se calmer un petit peu, le chômage qui monte, ça veut dire qu'il y a encore, allez, si on prend les États-Unis, peut-être deux relèvements monétaires encore avant que la Banque centrale américaine commence à repartir vers une baisse des taux. Et là, on sait que historiquement, lorsque les taux baissent, c'est bon pour les actions. Donc, en fait, on est en train de se dire que les marchés sont tout simplement en train, comme on dit, de pricer le fait qu'on n'ait plus qu'à une ou deux augmentations avant de recommencer à baisser. Et comme ils veulent pas investir tous au même moment lorsque Powell va dire que la baisse des taux va commencer, parce que là, le jour où il va annoncer que la baisse des taux va commencer, on risque d'avoir peut-être une augmentation de 5-10% en une semaine. C'est des choses qui ont été déjà vues. Et ils préfèrent accumuler déjà maintenant, alors qu'on est presque arrivé un petit peu comme quelqu'un qui déciderait de sortir du stade de foot 5 minutes avant la fin pour ne pas avoir à sortir avec 40 000 personnes, quoi. Et l'idée, c'est l'inverse ici. Donc, certains disent que ça monte tout simplement parce qu'on envisage déjà la fin de la politique de hausse des taux. Donc, je suis incapable de dire qui a raison. Tout ce que je sais, c'est que là encore, on retrouve l'avantage de la DCA ou de la DCA améliorée, c'est que on ne saura jamais. Je reviens à ce qu'on a dit, même si j'avais quelque légitimité que ce soit, il ne faut pas oublier que ceux qui ont une légitimité ne battent pas le marché. Ça veut dire que ceux qui ont une légitimité sont à 90% à miser sur les mauvais chevaux. Et pour miser sur un cheval, il faut avoir une idée de ce que va faire l'économie pour choisir justement les chevaux sur lesquels on veut miser. Il n'y arrive pas. Bref, faisons de la DCA, on est au moins sûr de battre 90% des gérants de fonds. Hein. C'était une parole mesurée. Merci beaucoup, Jonathan Akatradosor, pour cet échange. J'étais vraiment très, très ravi que tu acceptes mon interview, mon échange. À très bientôt, peut-être. Écoute, avec plaisir. C'était un grand plaisir d'accepter ton invitation. Et bien sûr, à très bientôt si quand tu veux. On te retrouve sur ta chaîne YouTube Tradosor. Tu as également un site internet où tu dispenses des formations. J'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à se rendre sur ton site internet. Merci Mathieu. Et puis bien sûr, je rappelle, toutes les 2 fois par semaine, je produis la vidéo avec les zones d'accumulation rationnelle pour au coffre. Donc vous pouvez retrouver des cas pratiques de ce que j'expliquais. Au coffre, quelle belle maison. Valeurs Refuge, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tradosor pour sa participation et à vous pour nous avoir écoutés. Et vous, comment construisez-vous votre stratégie d'investissement? Quels sont vos actifs phares? N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de Veracash, à aimer nos contenus et à vous abonner. D'ici là, on se retrouve très bientôt. Salut!